Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette update lecture qui va concerner mes dernières lectures de 2022 et ma première lecture de 2023. À ce propos, justement, je tenais à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'en profite, puisque c'est la première vidéo de l'année. Je vous souhaite de très belles lectures pour cette nouvelle année et pourquoi pas des coups de cœur livresques. D'ailleurs, en parlant de coup de cœur, on va commencer cette petite lecture avec un petit coup de cœur. Je ne m'y attendais pas, franchement. C'est le tome 1 de Witch and God, donc Ella la promise. Celui-là, je l'ai pris un peu par hasard. En fait, j'avais été très intriguée par cette vague qu'il y a de la romance en ce moment, tirée de mythologie. C'est quelque chose qui m'intéressait, sauf que ce que j'ai tenté, c'était pas une très grande réussite. Du coup, j'étais un peu échaudée, vous voyez. Et vu que j'ai Amazon Prime, j'ai eu 3 mois gratis sur Audible. Et bah, par hasard, ou en tout cas, j'en avais entendu un peu parler, mais je me suis dit, bon, vu que c'est gratuit, j'aurai pas de déception si c'est pas bien. Je me suis pris celui-là à écouter et j'ai vraiment accroché. J'ai été très surprise par la qualité de l'histoire, par les personnages, par l'univers très documenté en fait sur la mythologie. C'est pas juste une romance avec des noms mythologique pour les personnages et puis basta, vous voyez, non, il y a vraiment un univers magique super intéressant. Donc il y a cet aspect mythologie, il y a cet aspect aussi sorcière, pouvoir magique, tout ça que j'ai aimé, puisque le personnage principal c'est un dieu et l'héroïne c'est une sorcière, mais une sorcière qui n'a pas de don, et elle va devenir la promise, la fiancée en fait d'un dieu. Parce qu'il y a un conflit entre les dieux et les sorcières, et pour apaiser un petit peu les tensions, il va y avoir un mariage arrangé et bah, ça va les concerner tous les deux. Donc du coup je vous dis, j'ai commencé à l'écouter sur Audible et puis finalement, comme j'ai beaucoup accroché, je me suis acheté le livre papier et je l'ai terminé en papier et franchement j'ai vraiment aimé. J'avais l'impression un peu de lire une romance paranormale à l'ancienne, un peu, vous voyez, le truc de qualité avec un mâle un peu alpha, mais en même temps un peu plus moderne quand même, puisque l'héroïne, elle est assez moderne, elle est beaucoup dans le monde des humains, parce que comme elle n'a pas de don, bah, elle pensait passer sa vie dans le monde des humains en fait, et non pas dans la confrérie de sorcières qu'il y a. Et puis avec cette histoire de mariage, elle va intégrer vraiment complètement cet univers magique. On va croiser plein de dieux différents qui gravitent comme ça autour de... Comment il s'appelle déjà ? Autour de Démos, qui est donc le dieu de la terreur. Et voilà, il correspondait bien à ce que j'aime bien chez les personnages masculins, c'est-à-dire il est froid, il est très distant, il est assez arrogant, mais en même temps les actions sont plus importantes que les paroles, vous voyez, chez ce genre de personnage là, et c'est ce que j'aime bien. Et puis l'héroïne, elle est vraiment sympa, et là elle a pas sa langue dans sa poche, et même si elle est un peu perdue, elle est un peu entre deux univers, vous voyez. Et du coup, franchement, si vous aimez la romance paranormale, bah, je vous le conseille fortement. J'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai très hâte de lire la suite, que je me suis achetée d'ailleurs, parce que bah, j'ai adhéré quoi. Franchement, c'était super bien. C'était une très bonne découverte. Et je vous dis, je m'attendais pas à grand chose, parce que j'avais lu Neon God. Et j'ai arrêté à la moitié parce que c'était beaucoup trop axé fesses, et ça me plaisait pas en fait. Ce côté très érotique mis en avant, et il n'y a même pas de romance en fait. Et moi franchement c'est un truc qui m'intéresse pas tant que ça. Ici on a vraiment, bon, on a un aspect un peu hot aussi, mais on a quand même une jolie histoire d'amour qui se crée petit à petit, qui n'est pas sortie comme ça de on ne sait où. Et franchement c'était vraiment bien. Donc voilà, une très bonne découverte, et franchement, si vous avez l'occasion, lisez-le. Je vais peut-être mettre une autre... Je continue avec la romance de Noël que je voulais lire absolument cette année, que j'ai depuis un moment dans ma pile à lire, et à chaque fois, chaque année, j'avais pas le temps de la lire. C'est Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire, de Johanna Bolury, et c'était trop bien. Franchement, une très bonne comédie romantique, beaucoup d'humour, un humour à l'anglaise, vous voyez, avec des
des personnages un petit peu excentriques avec une famille, la famille de l'héroïne, ils sont complètement starbés, ils ont des drôles de traditions et tout pour fêter Noël, donc c'était vraiment très sympa. On a une première partie qui se passe à Londres puisque l'héroïne vit à Londres. Emily, elle a 38 ans, elle est un petit peu... Sa vie elle stagne un petit peu, on va dire. Elle ne correspond pas tout à fait à ce qu'elle imaginait à cet âge-là. Elle est avec quelqu'un qui correspond à ce qu'elle voudrait mais qui n'est peut-être pas tout à fait fait pour elle, vous voyez. Et puis il va se passer quelque chose qui va faire que elle va retourner dans sa famille pour les fêtes en Écosse, accompagnée de son voisin à côté qui est plus jeune qu'elle, qui aime faire la fête et qui a beaucoup d'humour. Et elle va le faire passer pour son faux petit ami. Et à partir de là, il va y avoir plein de quiproquos, etc. C'était vraiment sympa. Je me suis laissée porter en fait. Et ça représente un peu ce que j'aime dans les romances, dans les comédies romantiques, on va dire plutôt, de Noël. C'est plein de bons sentiments. C'est avec cet esprit un peu traditionnel des fêtes, mais en même temps avec ce côté drôle, avec une gentille romance qui se met doucement en place, qui est plutôt mignonne. Enfin voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup aimé cette histoire et que je me suis acheté l'autre livre de cette autrice qui est sorti juste après pour les fêtes aussi, que je compte bien lire à Noël prochain. Ensuite, une petite déception là pour le coup, c'est une romance historique, c'est Seras-tu le gardien de mes nuits de Shirley Busby. Alors, celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai dans ma pile à lire, et je pense qu'il est même plus disponible tellement il est vieux. J'en avais entendu de bons échos, et ben j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Je pense que vraiment les romances historiques, j'en ai lu tellement que pour vraiment me plaire, il faut qu'elles aient quelque chose en plus, vous voyez. Là, on avait un côté un peu enquête qui était pas mal, puisque Eleanor, en fait, elle a des sortes de... Il lui est arrivé quelque chose et ensuite elle a des sortes de visions d'un homme qui torture des femmes, etc. Enfin, elle fait des cauchemars comme ça. De ces images qui sont très nettes et elle est quasiment persuadée que c'est la réalité. Elle va se retrouver impliquée dans un mariage un peu obligé en fait et il va y avoir comme ça une sorte d'enquête autour de ces visions qu'elle a et qui vont se révéler vraies. Ils vont essayer de savoir où est cet homme et ce qu'il fait, etc. J'ai bien aimé ce côté-là. Après le côté mariage arrangé, c'était sans plus. En fait la romance elle-même était sans plus. J'ai trouvé le marquis de Windham pas si extra que ça. Et en fait ce que j'aime pas dans ce genre d'histoire, c'est quand il y a des quiproquos entre les personnages, des malentendus qui s'installent et qui durent. Parce que lui a déjà une première femme qui est décédée, mais en fait il s'attendait pas du tout avec elle. Et elle croit que il la pleure toujours, donc il y a une espèce de frontière entre les deux. Et franchement ça m'a saoulée. Voilà, j'aime pas quand il y a des malentendus comme ça entre les héros qui font que ça crée une situation de malaise, de tension, mais qui dure comme ça. Il faudrait juste qu'ils se parlent et c'est terminé, vous voyez. Ça m'énerve, franchement ça m'énerve. Et du coup bah là on était un peu dans cet aspect là, ce qui fait que la romance m'a pas transportée. L'histoire d'enquête, bon bah ça allait, c'était on va dire ce qui sauve un peu le récit, mais c'était pas non plus transcendant. Donc voilà, une lecture assez moyenne. Ensuite, là aussi j'ai lu un livre qui traînait depuis un moment dans ma pile à lire, qui me faisait un petit peu peur, puisque c'est un livre de J.K. Rowling, c'est l'Icabog. Je savais pas du tout, mais alors du tout à quoi m'attendre, à part que c'était un jeunesse, mais c'est un jeunesse de très grande qualité, qui peut être lu par des adultes très facilement, quoi, parce qu'on est vraiment dans un récit conte de fées, et j'ai adoré. Franchement, c'était une très bonne découverte, c'était... je vais pas dire à la hauteur d'Harry Potter bien sûr, mais c'était à la hauteur de sa plume. On est dans un conte plutôt traditionnel en fait, qui aurait pu être inventé à l'âge de Perrault ou ce que vous voulez, où on est dans un royaume où il y a un roi qui sait pas très bien ce qu'il fait en fait, et un jour il va décider de partir en croisade contre l'Icabog, qui est soi-disant un monstre dans les marais du Nord, mais dont personne ne croit vraiment qu'il existe. Et il va se passer plein de choses qui vont faire qu'il va revenir
marqué par cette aventure et il va instaurer plein de règles, il va se laisser beaucoup influencer par ses conseillers qui lui veulent du mal et qui veulent prendre le pouvoir clairement, surtout un qui manigance des plans assez impressionnants. Et à côté de ça on va suivre aussi en fait on suit plein de personnes différentes, des adultes, des enfants aussi qui vont qui ont été aussi impactés par cette histoire, par les actes et les décisions du roi et qui vont un petit peu se rebeller. Il y a ensuite certains serviteurs, des familles comme ça aussi qui vont... En fait il va y avoir toute une sorte de complot mis en place par les conseillers pour maintenir une situation de peur en fait sur le village, sur le royaume pardon, et dont le roi n'est pas au courant, etc. Et donc en fait on est beaucoup dans la politique mine de rien, on est dans une critique en fait des manigances des hommes politiques, on est dans la critique aussi du paraître, dans est-ce que le monstre il existe vraiment ou pas, on se pose la question très longtemps pendant le récit. Enfin vraiment c'était très très chouette, c'était un livre qui se lit très vite parce que c'est assez entraînant, les chapitres sont courts, c'est écrit d'une plume, vous voyez, assez narratif, conte de fées en fait, ce qui fait que ça passe très bien. Et j'ai beaucoup aimé les messages qu'il y avait derrière, je trouve que J.K. Rowling elle est quand même assez forte pour passer ce genre de message là de manière plus ou moins subtile, plutôt subtile on va dire, au moins pour des enfants. Du coup ouais, c'était une très bonne lecture, qui malgré le fait qu'elle soit dans la catégorie jeunesse, peut être lue franchement par tout le monde et que j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que c'était plutôt pas mal aussi de la lire pendant la période des fêtes de Noël parce que comme c'est un conte de fées un peu, ça collait bien avec l'ambiance féerie de Noël. Justement, on continue avec Noël. J'ai lu Joyeux Noël et Laisse-moi tranquille de Eve Borelli. Eve Borelli, c'est une autrice de romance française enfin comédie romantique on va dire là aussi, que je suis plutôt pas mal parce qu'elle a une plume assez incisive et drôle. Ici, c'était... il y avait des bons aspects qui étaient assez marrants, mais je trouvais que c'était un peu trop caricatural. On va suivre Pia Mia, qui est une jeune femme qui va revenir dans son village natal après avoir été trompée par son copain, un peu la queue entre les jambes, vous voyez. On sait pas trop pourquoi elle est partie, elle a quitté sa famille qui est pourtant hyper soudée pour aller suivre un mec comme ça sur Marseille. Et là elle revient sur Gruissant, je crois que ça se passe à Gruissant, enfin plutôt dans les montagnes, pour les fêtes de Noël. Et elle va retomber sur son meilleur ami, son ami d'enfance, Victor. On voit qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que ça a précipité son départ entre eux, qu'ils se sont disputés, donc du coup il y a plein de choses qu'on découvre comme ça au fur et à mesure. C'était plutôt sympa, j'ai bien aimé l'histoire d'amour, franchement, je trouvais que c'était bien construit, que c'était amené de manière... Enfin c'était pas amené comme ça comme un cheveu sur la soupe ou de manière trop brutale, c'était amené doucement, puisqu'ils vont essayer de petit à petit dissiper le malentendu qu'il y a eu entre eux. Là pour le coup il y a aussi un malentendu, mais c'est moins gênant parce que c'est vraiment justifié en fait. Il y a eu une dispute bête comme on peut se disputer entre amis, entre ados, entre jeunes adultes comme ça, qui fait que des fois on s'emporte. Et c'était intéressant. J'ai moyennement aimé le côté famille, que j'ai trouvé un peu trop exagéré, les frères et sœurs qui habitent ensemble sur le même terrain, qui se parlent toute la journée, qui organisent des soirées pour se bourrer la gueule, blablabla. Et surtout cet aspect famille italienne que j'ai trouvé très mal fait. En fait, genre, ils mettent des mots italiens dans toutes leurs phrases et ça fait fake. Enfin... voilà, ça j'ai pas aimé pour le coup. Venant d'une famille d'immigrés, j'ai jamais entendu mes grands-parents parler moitié français, moitié italien, moitié français, moitié espagnol. Enfin, non, soit tu parles l'un, soit tu parles l'autre, mais tu mets pas des mots italiens au milieu de tes phrases espagnoles, et ce qui fait qu'il y a plein de notes de traduction et tout. Enfin, ça marchait pas. Voilà, je sais pas si vraiment l'autrice est italienne ou pas, mais il y avait un truc qui marchait pas, j'ai trouvé personnellement. Du coup, ça me faisait à chaque fois sortir de l'histoire parce que je me disais, mais c'est pas... ça va pas, grammaticalement parlant. Bref, tout ça pour dire que c'était assez caricatural, mais je l'ai quand même lu plutôt volontiers. C'est très court, ça fait 200 pages, donc clairement c'était la petite lecture de Noël en plus, qui fait du bien, mais qui est pas transcendante. Et enfin ma première lecture de l'année, complètement différente. Alors là pour le coup on est sur autre chose. J'arrive pas à savoir vraiment dans quelle catégorie je le place. Je pense qu'on peut dire que c'est du young adult.
mais c'est un récit quand même assez sombre. C'est Des nuits de sang et d'étoiles de Lisa Luedek, je sais pas comment on prononce ça, désolée. Alors, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vraiment un petit ovni, je dirais, ce roman, parce qu'on est dans un univers qui change vraiment de ce qu'on a l'habitude de lire. On va suivre Osa qui habite sur une île paumée en pleine mer grise, ils appellent ça, où il n'y a que de la neige, du froid et à peine quelques petits villages comme ça étalés sur les côtes. C'est une population très superstitieuse qui a peur de sortir de leur village, qui sont établis là depuis à peine quelques générations parce qu'ils ont fui un peuple ennemi. Et en fait, ils scrutent souvent le ciel parce que la déesse leur envoie des sortes d'aurores boréales en fait. Et selon la couleur, il y a des prédictions qui se réalisent. Si c'est vert, tout va bien. Si c'est bleu, ça veut dire qu'il va y avoir une tempête de neige. Et si c'est rouge, ça veut dire que la peste va s'installer et décimer beaucoup de monde. Du coup, les lumières rouges apparaissent et Osa va se dire qu'elle va essayer d'aller parler à la déesse pour essayer de trouver une solution, demander de l'aide, voir si on ne peut pas faire quelque chose pour éviter que la peste s'installe et ne tue tous ses proches. Donc elle va partir en mission comme ça. On suit aussi Ivar qui est son ami d'enfance, son meilleur ami, qui lui se prépare à autre chose puisque en fait, outre la peste qui est censée arriver, il y a aussi les Ors qui sont le peuple ennemi qui habite au-delà de la mer, une sorte de monstre quoi, qui arrive pour débarquer sur l'île et on ne sait pas pourquoi, sans doute pour prendre possession de l'île. Donc du coup, eux de leur côté, ils se préparent à la bataille. Et voilà, on est dans une ambiance très hivernale, hein, forcément, très froide, où il y a beaucoup de place à la nature, hein, et j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est un peu triste, hein, c'est un peu nostalgique, ça, elle a une vie vraiment pas facile et sa mission elle est difficile et il va lui arriver plein de choses, mais ça faisait vraiment très livre d'aventure, un petit peu aussi récit initiatique parce qu'au fur et à mesure de sa mission elle va se rendre compte de plein de choses sur sa vie et sur ce dont elle est capable. Et puis j'ai bien aimé l'univers un peu de cette mythologie où les étoiles sont très importantes, où la déesse qui est dans le ciel et qui envoie des messages comme ça est omniprésente, et ce qui va se passer une fois que Osa arrive enfin devant elle. Enfin, c'était vraiment pas mal. Ouais, avec des créatures qu'on n'a jamais vues, avec des sortes de géants dans les montagnes, avec un peuple qui est caché dans la neige, etc. Franchement, c'était pas mal. C'était vraiment bien quand j'y repense. Je l'ai fini là ce matin hein, et j'ai beaucoup aimé. Je suis pas sûre que c'est le genre de livre que je lirai non-stop, vous voyez, que j'irai que ça, etc. Mais de temps en temps, ça fait du bien de lire des livres aussi originaux. Et rien que pour ça, je vous le conseille. Je l'ai trouvé, je vous dis, vraiment bien. Voilà donc pour cette update lecture, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai donné des idées de lecture, voilà, n'hésitez pas à me dire si les livres que je vous ai présentés vous tentent, si vous en avez lu certains, si vous avez d'autres recommandations qui pourraient correspondre à ce que j'ai aimé. Et sur ce, moi, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.